1er octobre 2025, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni pour une dernière fois avant les élections municipales. Donc, une réunion en cœur de semaine, chose qui arrive rarement, mais c'est dû aux élections, justement. Et aujourd'hui, au moment où on enregistre cette entrevue, nous sommes le 3 octobre, et il y a encore la possibilité de déposer sa candidature jusqu'au 3 octobre, 16h30. Monsieur Marin, je me tourne vers vous tout d'abord pour nous faire un portrait là, en ce vendredi matin. Au niveau électoral, est-ce qu'on a des candidats à Sainte-Catherine-de-Hatley? Est-ce que Monsieur Demers est challengé à son poste de maire? Qu'est-ce qui se dessine, là? Quoi que ça puisse encore changer, je le rappelle, jusqu'à 16h, 16h30. OK. En tant que président d'élection, on a reçu les 7 postes en candidature et on a 4 postes sur 7 qu'on a plus qu'une personne qui a déposé. Donc, il va y avoir des élections dans 4 postes. Et il y a 3 postes à l'heure qu'on se parle, dont le maire, il est tout seul. Et le poste numéro 3 et le poste numéro 6 que j'ai seulement un candidat. Donc, si jamais, s'il n'y a pas de changement à 16h30, je vais les proclamer élus. Sinon, ben, les gens ont jusqu'à 16h30 pour déposer leur candidature. Très bien. Le tout va être disponible dans les minutes qui vont suivre 16h30 sur le site de Élections Québec. Donc, ils ont juste à aller dans Candidat et ils vont avoir toute l'information là, de ce côté-là. Sur le site d'Élections Québec, est-ce que ce sera présent aussi éventuellement sur le site de la municipalité, j'imagine? C'est présent automatiquement. Donc, il y a des liens, il y a tout ça, et on a une page pour les élections. Les gens peuvent aller là, et ils ont le lien d'aller directement. On se tourne maintenant vers ce qui s'est passé mercredi soir lors de la réunion du conseil. Avant de plonger dans l'ordre du jour comme tel, il y a un citoyen, il y avait quelques citoyens sur place, mais il y en a un qui retient notre attention pour l'entrevue. Et c'est quelqu'un qui voulait s'assurer de la vitesse, du respect de la vitesse hein, sur sa rue, des citoyens qui vont souvent demander ça. Et il s'agit du chemin du ruisseau. Un chemin sur lequel, bon, vous êtes tout à fait prêt là, à aller valider, vérifier avec ce qu'on appelle un PAVA. Donc, ce sont les fameux panneaux électroniques avec un radar qui nous disent à quelle vitesse on va, qui nous font un bonhomme sourire ou un pouce en l'air quand on roule à la bonne vitesse et une grosse face fâchée quand on roule trop vite. Et donc, oui, c'est quelque chose qui sera utilisé, mais Monsieur Demers me l'expliquait en pré-entrevue, ça peut se retourner contre les citoyens aussi d'une certaine manière parce que ça peut nous dire à quelle heure il faut aller faire du radar là, si on demande à la police de passer. Monsieur Demers, vous pouvez nous réexpliquer la chose? Oui, bien évidemment que ça nous donne toutes les données. Ça nous donne le nombre de véhicules, l'heure qui ont passé, la vitesse elle est. Ça fait que si on se rend compte que quelqu'un, à tous les matins, 7h12, qui est en retard pour son ouvrage à tous les matins, puis qui double, il triple la vitesse ou qui va beaucoup trop vite, ben facilement, on peut envoyer les policiers et dire, surveillez particulièrement cette heure-là, nos données nous amènent à avoir une problématique. Même chose pour le soir au cours de la journée. Puis aussi, ça nous donne des vraies données, puisqu'on est tous sous des perceptions. Des gens qui pensent que ça va beaucoup trop vite, d'autres nous disent, ben 50 km, c'est pas rapide, j'ai quand même long à faire sur ce chemin-là. C'est l'équilibre entre tout ça qu'on essaye d'ajuster, mais les données sont le meilleur moyen. On n'est plus sur des perceptions, mais sur des faits. Fait que quand un citoyen comme ça vient nous le rappeler, ben on fait encore plus d'efforts pour regarder ce qu'on peut améliorer. Donc, à prévoir, ce sera installé, donc un de ces fameux pavas là, sera déplacé sur le chemin du ruisseau pour essayer d'avoir un Il, petit peu plus d'efficacité. C'est ça, Non, Monsieur Marin? il est déjà existant. Les citoyens essayaient de nous donner des suggestions, puis ils demandaient est-ce serait tout possible de le mettre plus au départ. Donc, on va le regarder. Mais la première chose que M. Demers dit, on va regarder les données. Ça, c'est la première chose. Avant de faire des actions, on va aller sur des choses, des données réelles de ce côté-là. Et si on peut le déplacer au départ, on l'a placé peut-être à la deuxième sortie sur le chemin du ruisseau. Peut-être on va le regarder pour le mettre tout de suite à l'entrée. C'est des choses qu'on va regarder. On est sensible à toutes les demandes des citoyens, donc on regarde, on intervient rapidement de ce côté-là.
Sur l'ordre du jour comme tel, pratiquement en ouverture là, de réunion, le Conseil s'est penché sur un emprunt par billet, un montant de 1 378 000 dollars. Pouvez-vous nous rappeler, parce que dans la résolution comme telle, bon, on voit deux montants distincts, c'est relié à des règlements d'emprunt, mais évidemment, si on ne connaît pas les dossiers, on ne sait pas trop c'est relié à quels travaux, à quel emprunt. Est-ce que c'était des emprunts qui existaient déjà et c'est un résiduel à payer, ou si ce sont de nouveaux emprunts? Monsieur Marin, peut-être nous expliquer là, la poutine autour de cet emprunt-là? Ben, c'est ça, c'est que chaque année, on fait des travaux et on regarde si on peut, de quelle façon qu'on va les financer. On a des travaux qui ont été faits sur le chemin Gingras et Côte de Piémont, c'est de l'asphaltage. Et c'est un travaux d'1 300 000 environ qui était évalué. Et les élus ont décidé d'aller emprunter une partie qui est 850 000. En même temps, mais dans l'année, s'il y a des prêts qui viennent à échéance, on avait un, c'était le chemin de la rivière. Et il restait environ 528 600 pour 5 ans. C'était sa dernière tranche parce qu'on emprunte sur une période de 5 ans normalement. Et le gouvernement, ben, nos règlements sont faits pour 20 ou 25 ans. Donc, il demande, une résolution de concordance, dire, ben, changez votre période d'amortissement, mettez les 5 ans, et à la fin de 5 ans, ben, il y a un sol qui est dû, on a fait encore une résolution de concordance. Donc, cette résolution-là, c'est une résolution de concordance pour nous permettre d'aller emprunter sur 5 ans, et amorti toujours sur 20 ans, le 850 000, et d'inclure la dernière tranche qui restait de 5 ans sur l'emprunt du chemin de la rivière, excusez. Donc, c'est une poutine administrative, là, parce que le règlement a déjà été passé, l'emprunt a déjà été euh, autorisé par la résolution de 850 000. Très bien. Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Alors, dans toutes les circonscriptions, il y a des enveloppes pour des projets de voirie. Et puis là, ben, on sait que les projets de voirie, ça coûte cher en général. J'ai justement revu passer sur les réseaux sociaux cette semaine l'entrevue de la mairesse de Longueuil donnée au mois d'avril cette année, qui nous parlait de l'explosion des coûts qui sont faramineux pour des broutilles, souvent, un dos d'âne va coûter 10 000 dollars alors que c'est une slab d'asphalte là, qui devrait coûter pas mal moins cher que ça, mais à cause de tous les règlements et tout ça. Et là, je regarde le montant de cette enveloppe-là, 17 719 dollars. Je me dis, qu'est-ce que Sainte-Catherine de Hatley a bien pu faire avec un montant si absurde? Quand on parle de la voirie, Monsieur Demers, cette enveloppe-là était à tout le moins un peu plus importante il n'y a pas si longtemps que ça, là. On recule de quelques années, on avait plus de 30 000 dans cette enveloppe-là. On ne comprend pas que le gouvernement qui nous cède des routes, qui nous cède des responsabilités, puis tu sais, c'est rendu pour faire un 100 mètres, on peut compter 100 000. Ça fait que vous comprenez que c'est à peu près 17 mètres qu'on pourrait faire avec le montant qui est là. Si on met ça sur une route, c'est ridicule quand on a 100 kilomètres à s'occuper. C'est les montants. On doit faire des résolutions, expliquer où est-ce qu'on va le mettre. Dans ce cas-là, le choix a été fait au niveau de ponceau. Ça fait qu'il y a des ponceaux, il y a des choses qu'on est quand même capable de faire. Puis pourquoi qu'on le retrouve dans les résolutions, c'est qu'on a l'obligation. Il y a tellement de sommes plus importantes qui sont même pas dans les résolutions mais dans nos budgets au niveau de la voirie. Mais ceux-là apparaissent, donc on le déclare de cette façon-là. Parlant de ponceau ou de pont, à tout le moins, il y a eu un contrat donné pour la réparation du pont de bois sur le chemin de North Atlee. Est-ce que c'est un dommage dû à l'usure du temps vraiment ou si c'est un dommage dû à des tempêtes là, qui auraient eu lieu cette année? Est-ce qu'on avait prévu finalement de longue date de réparer ce ponceau-là? Je ne me rappelle pas en avoir déjà parlé. On le fait de façon régulière, étant donné que les ponts, les ponceaux majeurs ont été repris il y a quelques années par le gouvernement provincial, mais le dessus du pont, c'est la responsabilité de la municipalité. C'est ce qu'on refait. Puis on avise les gens de faire attention. Ce pont-là, même une fois refait, ça reste un pont de bois.
des deux côtés, quand on arrive particulièrement en vélo, on arrive souvent trop rapidement. Il y a une enseigne pour dire de traverser le pont à côté de son vélo, mais il faut s'entendre que j'ai jamais vu personne le faire. Moi-même non plus, les quelques fois que je fais du vélo. Ça fait que, mais faites vraiment attention, parce que si la roue va en deux planches, il arrive, c'est des ponts qui sont à risque. On se questionnait à un moment donné, voir si on pouvait l'asphalter, si on pouvait, on va peut-être travailler d'autres choses, mais jusqu'à présent, les réponses qu'on a, il faut le remettre en état de la façon qu'il est conçu. Or, donc, c'est ce qu'on est en train de refaire. Ça l'améliore, mais ça reste toujours des ponts qui sont à risque. Du bois, ça Monsieur travaille. Demers, vous avez dit si la roue du vélo se retrouve entre deux planches. Êtes-vous en train de nous dire que les planches sur le pont sont de façon dans le sens de la circulation plutôt que d'être de travers? Comme dans ma tête, j'imaginais quand même des planches de travers, Oui. et donc moins larges, me semble-t-il plus solide que si c'est en longueur et effectivement beaucoup moins dangereux pour un vélo si c'est de travers que si c'est en longueur. Si vous allez sur le pont, vous allez voir qu'il y en a dans les deux sens. Puis souvent, le roulement pour les voitures, c'est mieux d'être sur le long, l'effet contraire du vélo. Ou ce que vous avez raison, que le vélo, pour le risque, serait mieux d'avoir des espaces qui empêchent la roue de rentrer à l'intérieur, tandis que le roulement pour une voiture, c'est plus sur la longueur. Les ponts sont faits pour les voitures, principalement d'après les conceptions qu'on a présentement. Demande de dérogation mineure, c'est un bâtiment accessoire construit sans bâtiment principal et on comprend pourquoi quand on lit le reste de la résolution puis qu'on voit qu'on parle ici du terrain de l'île du Marais. Et on a déjà évoqué ce projet qu'ils ont de construire un petit bâtiment qui va servir pour l'accueil, l'entreposage et donc il fallait accorder la permission de le faire. Exact. C'est vraiment un citoyen exceptionnel. Ce groupe de bénévoles qui s'occupe d'un sentier, c'est gratuit pour les gens. Oui, ils aimeraient ramasser des sous. Vous pouvez faire des dons quand vous passez là. Sinon, vous pouvez vous informer. Il y aurait besoin de dons. La municipalité participe souvent à payer des matériaux, à les aider là-dessus. Mais ils travaillent vraiment pour les citoyens. Puis ils nous arrivent avec une demande d'un emplacement pour mettre certains de leurs équipements qui est complètement dans le fond de leur stationnement existant présentement. Ça fait qu'on n'y voit pas d'objection ni au comité d'urbanisme ni au conseil municipal. Au contraire, on veut les encourager dans ce qu'ils font pour la communauté. Le fait que ce soit des citoyens comme ça impliqués, possiblement certains assez manuels pour construire le bâtiment en question, ou s'ils vont devoir avoir recours obligatoirement à un entrepreneur et donc à- à des coûts plus importants là, pour la construction du bâtiment en question. Euh, Présentement, ce qui est autorisé, c'est l'emplacement, c'est de permettre d'en faire. J'ai pas l'information, peut-être qu'avec l'inspecteur en bâtiment, on pourrait le savoir, mais ça se peut que ce soit un bâtiment préfab qui aurait pris, puis qui vont installer aussi tu sais, une remise ou ces choses-là. Sinon, leurs normes pour eux, je les connais pas. Je veux pas empiéter sur leur façon de faire. Mais évidemment, vous avez raison, souvent dans des choses dites commerciales, les obligations sont plus élevées, mais d'arriver des fois à quelque chose qui a été fait euh, à l'extérieur, tu peux arriver avec quelque chose qui est construit, puis ça pourrait aussi, selon moi, être accordé. On a parlé tantôt un peu d'explosion des coûts, de coûts qui peuvent nous surprendre. 4 600 $ pour un budget municipal, ça paraît un chiffre qui est pas si important que ça. Mais quand on regarde que c'est pour une formation, ben là, on a l'impression de payer deux sessions d'université avec 4 600 $. Et c'est une formation très spécifique en lien avec le traitement des eaux usées et la municipalité n'a pas eu le choix d'en arriver qu'à ouvrir les cordons de la bourse pour cette formation-là. Monsieur Marin, je me tourne vers vous. De quoi s'agit-il au juste? OK, donc le gouvernement nous a imposé en 2017 d'avoir un opérateur certifié pour notre système de filtration des eaux usées. Le système, c'est un système très de base et qui date de 1985 et qui n'est plus disponible sur le marché, donc il est plus soutenu du côté suivi, ingénierie, tout ça. Donc, pour avoir notre carte d'opérateur, notre inspecteur d'environnement devait suivre un tour théorique, il le fait cette partie-là.
Par contre, le côté pratique, compte tenu qu'il n'y a plus de firmes d'ingénieurs qui recommandent ce système-là parce qu'il n'est plus disponible sur le marché, ne supporte plus du côté pratique une formation. Donc, on a cherché durant une couple d'années et on a à bout de trouver une firme qui était prête à nous concevoir la formation et la donner sur place pour que le ministère, une fois la formation finie, émette la carte d'opérateur qui est demandée dans la loi à notre personnel pour opérer le système Et donc, de combien de personnes vont suivre la formation, là? une Parce qu'on personne, sait qu'on une n'est jamais à personne. l'abri d'un congé maladie, d'une retraite ou de quoi que ce soit, ou d'un changement de municipalité. On sait que dans le monde municipal, des fois, il y a des mouvements juste d'une municipalité à l'autre. Le plan de formation va être monté et il va être disponible, il va être personnalisé à nous. Donc, on va l'avoir dans nos registres. Et si jamais il y a un changement de main-d'œuvre, ben, ça va être une formalité. C'est pour ça qu'il coûte vraiment cher de ce côté-là. Donc, c'est pas juste aller sur le terrain puis prendre ce plan-là. Il faut faire monter le plan de formation euh, pratique de ce côté-là. On termine avec une nouveauté pour les élus à Sainte-Catherine-de-Hatley, l'adhésion au régime de retraite des élus. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. D'où est venue la réflexion et la nécessité d'un plan de retraite pour les élus, sachant que, bon, la rémunération, pardon, à Sainte-Catherine-de-Hatley pour les élus est quand même pas si importante que ça. Qu'est-ce qui reste vraiment dans un plan de retraite? Qu'est-ce que ça va apporter à quelqu'un une fois qu'il aura siégé 4 ou 8 ans peut-être chez vous? Plus pour certains, mais pour plusieurs, si plusieurs font 1 ou 2 mandats, là. Alors, qu'est-ce que ça apporte vraiment, là? Ouais, c'est que lors des 4 dernières années, je vous dirais dès le début du mandat qui se termine, les gens se sont dit, ben, il faudrait regarder de quelle façon est-ce qu'on est rémunéré correctement. Puis on étire, puis on a toujours un malaise à se donner un salaire ou une rémunération supérieure. Puis on s'est dit, ce qui est le pire, c'est que du jour au lendemain, tu as une job si on prend le job du maire qui fait ça, avec mes autres choses, quasi à temps plein malgré ça, mais du jour au lendemain, tu n'en as plus d'ouvrage. Puis tu n'as pas le droit au chômage non plus. Tu dis, on n'a même pas de rente, on n'a pas, on ne s'autorise pas à avoir minimalement ce qu'on autorise à nos employés. Ce qu'on demandait à M. Marin de regarder ce qui se faisait. Puis au niveau de la loi, le seul modèle qui existait, c'était celui-là. Ça fait qu'on l'a fait avancer parce que dans un monde idéal, on voulait le faire adopter par le conseil qui est en train de terminer pour que les nouveaux sachent déjà qu'il est en place. On a fait une bonne partie. La vie de motion, il y a des étapes, mais il va rester une étape au nouveau conseil de l'accepter ou pas. Ça fait que ce qui est quand même bien, c'est qu'il va y avoir eu 2 conseils qui vont travailler là-dessus. Puis les impacts financiers sont mineurs, comme vous le dites. On parle d'un 8. Ben, Monsieur Marin pourrait l'expliquer peut-être mieux que moi. C'est quoi? C'est 8% de. C'est pour pour le montant que les gens peuvent recevoir. Oui. C'est 2% de leur montant d'allocation. Ça comprend pas l'allocation de déplacement, c'est l'allocation de présence. Donc c'est 2%. Donc, si la personne reçoit 10 000 par exemple, par année, durant 4 ans, donc ça fait 40 000. Donc, il va avoir une rente de 800 $ s'il fait juste un mandat. Annuellement, 800 dollars annuellement. Annuellement. Donc, c'est pas beaucoup, mais il y en a qui passent des 20 ans, des 30 ans. Il y en a que ça fait des années qu'ils l'ont, là. Ce gym-là existe depuis plusieurs années. Il existait avant, ils l'ont modifié. Puis c'est la dernière version, là, qui est de 2% par montant, mais ça comprend pas l'allocation de déplacement. Parce que ça, c'est pour rembourser les dépenses de l'allocation de déplacement. Oui, C'est pas une oui, bien rémunération entendu. non plus. Évidemment. Et à partir du moment où le conseil adopte une chose comme ça, il n'y a rien de rétroactif à ce moment-là, Il j'imagine. Est-ce que, peut, M. Demers, vous, vous êtes là déjà depuis plusieurs années. Est-ce euh, que votre régime de retraite va commencer à partir de votre première date en tant que maire ou à partir du moment où il est adopté? Non, ça fait 25 ans que je suis là, puis non, on n'a pas le droit de reculer les 25 ans, mais il pourrait reculer au mois de janvier passé, oui. étant donné que ça a été travaillé, puis c'est dans l'année, puis ça sera une décision du conseil qui s'en vient en place, puis on a discuté publiquement mercredi avec les conseillers, conseillères qui étaient là, en disant, bon, ben,
On l'a avancé en ce sens-là. Ça fait 4 ans qu'on voulait le mettre en place. Ce qui pourrait être possible, c'est que les 10 mois qu'ils auront fait comme conseiller pourraient être considérés à l'intérieur de ça. Ça fait que c'est même pas une année qui serait complétée sur ce montant-là. Mais c'est un principe qu'on veut surtout pour les prochains. Ceux qui en feront, eux, 20 ans ou 15 ans ou 10 ans, peu importe, par la suite, ben, on va quand même leur avoir mis quelque chose pour les aider de ce côté-là. Voilà qui met fin donc à cette entrevue suivie du Conseil de ville du mois d'octobre. Je vous rappelle que la prochaine entrevue sera réalisée avec le nouveau conseil, donc fort probablement avec M. Demers, qui jusqu'à maintenant, au moment où on enregistre l'entrevue, n'a toujours pas d'opposant, donc sera réélu par acclamation. Donc on devrait vous retrouver au mois de novembre. Est-ce qu'il y a bien une réunion au mois de novembre? Oui, Pour le le conseil, 10, oui. Donc, on va pouvoir faire un le suivi 10, à ce moment-là. il est prévu le 10 novembre, elle peut être déplacée, mais initialement, il est prévu le 10 novembre. Très bien. Alors, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.